Bonjour à tous, je me présente, je suis Franck Touret, enseignant de droit civil au sein de la prépa ISP depuis maintenant plus de 10 ans. Nous allons revenir dans le cadre de cette vidéo sur le sujet de droit civil tel qu'il a été proposé à l'examen du CRFPA en 2024. L'objectif n'est absolument pas de vous proposer un corrigé détaillé, ça va plutôt être de vous proposer des pistes de réflexion, des idées, des réflexions autour de ce sujet 2024. Mais avant de rentrer dans le détail de ces pistes de réflexion, revenons d'abord de manière générale sur ce sujet et sur ce qu'il convenait de faire et de ne pas faire. Premièrement, il s'agissait donc de cette épreuve 2024 d'un sujet qui, à mon sens, était un sujet difficile pour plusieurs raisons. Première raison, c'est le barème. 12 points pour le premier cas pratique, 8 points pour le deuxième cas pratique. Très clairement, le deuxième cas pratique était beaucoup plus accessible que le premier cas pratique. En effet, le premier cas pratique était très difficile dans la mesure où c'était plus en mode consultation qu'en mode résolution pure et dure d'un cas pratique, comme vous pouvez en avoir l'habitude à l'université. Mais d'ailleurs, c'est ce qui correspond d'ailleurs le mieux à la profession d'avocat. Concrètement, vous aviez une personne, Madame Bernard, qui venait vous consulter sur sa situation un petit peu personnelle, mais surtout sur sa situation patrimoniale en l'espèce. Et il était difficile également dans la mesure où il ne donnait pas réellement de guide, de ligne directrice à suivre. On avait une question qui était ouverte en réalité, c'était une question du type « Qu'en pensez-vous ?» et c'était à vous donc de déterminer les différents aspects. Et il y avait ici de nombreux aspects à envisager. Je le reformule différemment, il y avait ici de nombreuses solutions à envisager. Et c'est la conséquence de cette difficulté, c'est qu'il fallait avoir de très bonnes connaissances et surtout des connaissances assez larges, aussi bien en matière de régimes matrimoniaux, en matière de divorce évidemment, en matière également de prêt et en matière de contrat de cautionnement. Même si ces trois aspects sont souvent très liés dans le cadre d'un cas pratique autour des régimes matrimoniaux, surtout pour votre examen du CRFPA, puisque ces trois points sont liés et qu'ils s'imbriquent parfaitement et ça permet de constituer un cas pratique un peu difficile et surtout un cas pratique assez dense. Enfin, dernière difficulté de ce cas pratique, c'est la longueur. En effet, il était assez long en réalité à résoudre et cela a pour conséquence que ce n'était pas évident pour cette première partie de déterminer le degré de précision qu'il convenait d'atteindre dans le cadre de la résolution. En revanche, c'est vrai que pour le deuxième cas pratique, c'était un petit peu plus facile à réaliser, on était un petit peu plus guidé, on avait la question sur la vente d'un bien indivis et après des questions sur des dépenses qui ont pu être réalisées aussi bien par Martin que par Benjamin, même s'il a cessé de participer aux dépenses. Qu'est-ce qu'il convenait maintenant de faire dans le cadre, de ne pas faire, d'abord dans le cadre de ce cas pratique? Première chose, comme toujours, il ne faut pas se précipiter dans la rédaction. En effet, même si l'épreuve dure 3 heures, vous en avez plus l'habitude, il ne faut pas se précipiter et il faut vraiment avoir un plan d'action dans le cadre de la résolution de ce cas pratique. En effet, une première lecture de ce cas pratique, même une deuxième, un petit peu plus juridique, voire une troisième lecture sont nécessaires pour ce genre de cas pratique pour bien prendre la mesure des faits et apporter donc des solutions pertinentes. Ensuite, deuxième difficulté, c'était de se perdre dans les faits. En effet, ici, la première partie et même un peu la deuxième, on avait de nombreux éléments factuels qui n'étaient pas des plus pertinents. Ce n'étaient pas des éléments qui pouvaient être fortement utilisés dans le cadre de la résolution du cas pratique. Donc il fallait un petit peu ici dégager des éléments du cas pratique pour garder finalement que l'essentiel. Enfin, dernière difficulté, mais ce n'est finalement que la conséquence de tout ce que je viens d'envisager, il ne fallait pas se perdre dans la gestion du temps. En effet, ici on a un barème qui nous est en plus donné 12 points, 8 points, ça vous donnait une bonne répartition du temps. Avec, je pense, un petit peu plus de temps accordé quand même à ce premier cas pratique, qui était très difficile. Le deuxième, à mon sens, était beaucoup plus facile, donc on pouvait le traiter un petit peu plus rapidement. Et donc une répartition 2 heures pour le premier, 1 heure pour le second, me semblait être pertinente au regard du barème et de la difficulté du cas pratique. Enfin, qu'est-ce qu'il fallait faire maintenant? Premièrement, lire attentivement les faits.
À l'ISP, on a développé toute une méthode pour justement lire l'énoncé et cibler surtout les régimes juridiques qu'il convient d'appliquer. Ici, de commencer par une lecture globale, juridique, ensuite factuelle du cas pratique, permettait justement de bien déterminer tous les enjeux de ce cas pratique. Ensuite, ce qu'il convenait de faire, mais ça c'est surtout votre travail durant toute la préparation, il fallait ici évidemment avoir de très bonnes connaissances sur le fond. Et je dirais même des connaissances assez larges sur le programme. Ici, par exemple, connaître le plan du programme, connaître le plan de manuel, de plan de polycopier, peut être utile pour justement trouver des solutions qui ne viendraient peut-être pas spontanément. Exemple, on pouvait proposer ici à Madame Bernard d'envisager une séparation de corps, ou alors d'envisager une séparation de biens, cette fois judiciaire. Ensuite, ce qu'il convenait de faire également, c'était de travailler la structure de résolution du plan. Ça facilite énormément le travail de correction. Bon, pour le deuxième cas pratique, c'était un petit peu plus facile parce qu'on avait deux questions très nettes. Pour le premier, en revanche, on n'avait pas ces questions très nettes. Mais en réalité, on avait quand même des éléments pour structurer la résolution du cas pratique. En effet, dans le cas presque de la question, on vous demande d'abord d'exposer les risques encourus et finalement ensuite de proposer des solutions. Donc c'était à mon sens les deux grands axes qu'il fallait développer pour cette première partie, les risques d'abord et ensuite les solutions que l'on peut proposer en tant que futur avocat, je l'espère pour vous. Donc première partie du cas pratique. Bon, en substance, on avait un couple marié en 2014. Monsieur, depuis la crise sanitaire, change complètement de mode de vie, il nous fait une crise, et donc se pose de nombreuses difficultés d'un point de vue patrimonial. En ce qui concerne tout d'abord les risques qu'il convenait d'envisager, il fallait en réalité, et c'est exactement ce que l'on apprend et on insiste beaucoup avec nos candidats sur ce point, avec nos étudiants, sur la question de la qualification de la situation juridique. Donc premier point, il fallait qualifier la situation juridique. Ici, quel est le régime matrimonial ? On est dans le cadre d'un régime légal. À défaut de choix des époux, c'est le régime légal qui s'applique, c'est-à-dire la communauté ici d'acquet. Donc c'était le premier point à envisager, c'était de bien répartir tout d'abord les différents patrimoines. Patrimoine propre de l'époux, patrimoine commun ensuite, et patrimoine de l'épouse. Bon, en ce qui concerne les biens propres, on n'avait pas énormément d'indications. Mais exemple, ici, il fallait relever que la question de l'appartement parisien et de la résidence secondaire sur la côte varoise relevait ici de la communauté. Une fois que l'on avait déterminé donc cette question du régime matrimonial, on pouvait s'attacher maintenant vraiment à articuler les patrimoines distingués, patrimoine de l'un, patrimoine commun et patrimoine propre des époux. Ici, il s'agissait en réalité d'envisager les articles 1401 et suivants du Code civil en insistant sur un aspect, c'est le fameux arrêt Autier, sur la question des gains et salaires, des revenus. Ici, les revenus intègrent la communauté dès lors qu'ils sont perçus. Troisième point qu'il convenait d'envisager au titre des risques, et c'est le point à mon sens le plus important qu'il fallait développer, c'est finalement le passif, ici, de la communauté. Le passif va être constitué ici des emprunts et du cautionnement. En effet, en ce qui concerne les dettes communes, qui peuvent donc être recouvrées sur les biens communs, il fallait déterminer ici si l'emprunt, avec la particularité en l'espèce, c'est qu'on nous le précise dans l'énoncé, c'est qu'il y a le consentement des deux époux en ce qui concerne l'emprunt. En revanche, en ce qui concerne le cautionnement, on pouvait avoir un doute parce qu'il est précisé que seul l'époux, monsieur Dupont, a souscrit le contrat de cautionnement. Bon, c'est assez éloigné visiblement de la pratique, puisqu'en pratique, évidemment, lorsqu'un établissement bancaire sollicite un cautionnement, il va exiger le consentement de l'autre époux. Et il fallait donc envisager le régime spécifique, aussi bien de l'emprunt que en matière de cautionnement, et notamment insister ici donc sur l'article 1413 du Code civil et sur l'article 1415 du Code civil, avec les conséquences que cela peut avoir
à l'égard du patrimoine commun et des biens de chacun des époux. Une fois que l'on avait donc posé ce constat des risques à l'égard des patrimoines, on pouvait proposer des solutions. Alors, il y en a qui sont plus ou moins pertinentes. Première solution, c'était d'invoquer la question des dépenses ménagères, c'est-à-dire l'article 220 du Code civil. Et je pense qu'on pouvait le développer ici, notamment pour certaines dettes qui pourraient être liées notamment à ces expériences psychédéliques, etc. Premier point que l'on pouvait envisager. Deuxième point, c'était d'envisager toutes les mesures de crise dans le cadre du mariage qui s'offrent à Madame Bernard. Première possibilité, c'était d'envisager la question de la représentation judiciaire. Deuxième possibilité, c'était d'envisager cette fois l'autorisation judiciaire. Vérifier si les conditions sont applicables, ce qui n'était pas le cas ici, puisqu'il est hors d'état de manifester sa volonté. Il est en état de manifester sa volonté. Autre possibilité encore, c'est d'envisager cette fois les mesures d'urgence. Mesures d'urgence, en effet, si l'un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ses intérêts. Ici, ça pouvait tout à fait s'appliquer dans le cadre de cette espèce. Ensuite, outre ces règles relatives au régime primaire, on pouvait tout à fait aussi envisager des règles spécifiques, cette fois sur le terrain du régime de la communauté légale, qui institue une procédure de substitution d'un époux à l'autre dans l'administration de la communauté. Article 1426 du Code civil. Vous pouvez trouver également application ici. Mais bon, ça n'efface pas la difficulté liée aux dettes antérieures. Autre possibilité, c'était d'envisager encore une séparation de biens judiciaire. Article 1443 du Code civil. Néanmoins, même chose, on va avoir une véritable difficulté, c'est que ça va concerner uniquement les dettes futures et non pas les dettes antérieures à cette séparation de biens judiciaires. L'idée à chaque fois, c'était vraiment d'envisager finalement tous les avantages et les inconvénients de chacune des différentes mesures. On pouvait également, quatrièmement, envisager une modification du régime matrimonial. Désormais, l'article 1397 permet de changer de régime matrimonial et donc ici, de passer vers un régime de la séparation de biens. Très facile à mettre en œuvre, à l'inverse d'une séparation de biens judiciaire, qui nécessite une procédure, mais pareil, cela va concerner uniquement les dettes futures. Cinquième possibilité, dans le même esprit, c'est de solliciter une séparation de corps, qui entraîne automatiquement ici une séparation de biens. On retrouve les mêmes difficultés que vues précédemment. Enfin, autre difficulté, c'était d'envisager ici un divorce pour faute. En effet, l'article 242 du Code civil exige 3 conditions, une faute, une condition d'imputabilité et que ça rende intolérable le maintien de la vie commune. Alors, sur la faute, toutes ces expériences psychédéliques constituent une faute. Sur l'imputabilité, c'est un petit peu plus discutable parce qu'elle souhaite l'aider. Mais bon, ici, ça rend intolérable, ça pourrait constituer une faute. Ça pourrait constituer un cas de divorce. Et enfin, il faut qu'elle soit imputable. Ici, même s'il est sous emprise de la drogue, ça constitue bien une faute parce que c'est lui-même qui a provoqué cet état. Donc on pourrait envisager ici un divorce au tort exclusif de l'époux, avec bien évidemment cette idée qu'il convenait d'envisager ici la date des effets du divorce. Mais surtout, c'est intéressant de l'envisager au titre du devoir de conseil et des conséquences que cela peut avoir, notamment patrimoniales. Bon, on pouvait envisager ici la question de la liquidation du régime matrimonial très succinctement. Mais surtout, elle peut obtenir des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266, si les conditions sont remplies, c'est-à-dire le préjudice causé par le divorce, on n'a pas d'éléments. Article 1240, pour objectif de réparer la faute à l'origine du préjudice, à l'origine du divorce. Et enfin, surtout insister sur la prestation compensatoire, parce qu'ici on a quand même quelques éléments factuels qui nous permettent d'aborder cette question de la prestation compensatoire. Ils sont mariés depuis 2014 et surtout, on nous indique qu'elle a décidé de se consacrer aux enfants et n'a jamais exercé d'activité professionnelle. Ça, typiquement, c'est un élément qui incite à envisager la prestation compensatoire. Et donc ici, finalement, ça pourrait être une solution d'un point de vue patrimonial, mais qui ne correspond pas finalement à ce qu'elle souhaite d'un point de vue personnel, l'aider. Ici, la prestation compensatoire permet de lui permettre, finalement, si elle en obtient une, au regard des faits,
ça ne fait pas de doute, qui lui permettrait finalement de faire face aux dettes qui sont nées ici pendant le mariage. Donc en solution, soit elle pourrait solliciter une séparation de biens conventionnelle, finalement de solliciter un changement de régime matrimonial, ou alors d'aller vers une procédure de divorce, mais cela protégerait plus d'un point de vue patrimonial. Deuxième cas pratique maintenant qu'il convenait d'envisager, c'est la question de la situation de Célim, Martin et Benjamin. Bon, ici, c'était 3 amis qui ont acquis ensemble une maison. Évidemment, l'un souhaite vendre, l'autre ne souhaite pas vendre. Bon, il n'y avait pas vraiment de difficulté sur le fond, si ce n'est d'abord de bien qualifier la situation juridique, de partir de la définition de l'indivision, article 815 et suivant du Code civil, et de préciser en l'espèce qu'il s'agit d'une indivision ici conventionnelle. Ensuite, on envisage les 3 points. Tout d'abord, la vente du bien indivis. En ce qui concerne la vente du bien indivis, on part de l'article 815-3 du Code civil, qui envisage les règles de majorité pour pouvoir vendre un bien. Substance, il faut la règle de l'unanimité. Ensuite, on envisage toujours dans cette idée de vente du bien, qu'est-ce qui se passe s'il décide de vendre le bien sans l'accord des autres indivisaires? Et dans ce cas-là, la vente est valable pour la part indivis du vendeur. On pouvait envisager également l'hypothèse introduite par la loi du 12 mai 2009 qui a introduit à l'article 515-5-1 du Code civil une hypothèse de dérogation à la règle de l'unanimité. En effet, il est possible de solliciter une autorisation judiciaire qui va se substituer au consentement qu'un co-indivisaire ne peut ou ne souhaite pas donner à l'aliénation du bien. Mais ici, il y a des règles, et ces règles pourraient tout à fait être remplies en l'espèce si en plus il obtient l'accord de Martin pour pouvoir vendre le bien. On a des éléments qui permettent de l'affirmer. On nous précise qu'il était réticent au départ, Martin, mais il s'inquiète surtout du prix. A l'inverse, on n'est pas certain d'obtenir ici les 2/3 nécessaires, puisqu'on nous précise qu'il demeure maintenant silencieux. On a une discussion ici. Mais surtout, dans le cadre de la vente, il faut se fonder ici, finalement, ça va être comme ça que ça risque de se passer, c'est l'article 815 du Code civil. Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision. Et donc, il peut y avoir un partage ici du bien qui peut être extrêmement compliqué et donc qui pourrait finalement déboucher sur la question de la vente. D'autant plus ici qu'il s'agit d'une indivision conventionnelle, donc article 1873-3 du Code civil, qui précise notamment qu'il est possible de solliciter le partage sans établir ici de juste motif. Ensuite, grand B sur les dépenses de Martin, pas de difficulté ici, article 815-13 du Code civil, qui affirme que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais un bien indivis pendant l'indivision, il doit être tenu compte de l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Ça permet de répondre aussi à la question précédente, visiblement c'était la solution de partage. Mais ici la question du partage va se poser la question d'une indemnité, et cette indemnité va correspondre à la plus-value réalisée, et là on peut se fonder notamment sur le prix de 650 000 €, mais on n'a pas plus d'éléments. Enfin, pour ce qui concerne les dépenses de Benjamin, Benjamin ici visiblement, puisqu'on nous précise qu'il a cessé de participer aux nombreuses charges et dépenses, bon bah pareil, ici il va pouvoir en obtenir une indemnité pour ce qu'il a participé. Maintenant, puisqu'il a cessé, il en sera également redevable. Et une fois de plus, tout va se régler ici au moment du partage de l'indivision. En conclusion, quelques éléments en guise de conclusion sur ce cas pratique. C'était un cas pratique difficile qui nécessitait des bonnes connaissances et surtout d'avoir des connaissances larges en droit civil, sur tout le programme quasiment. Et surtout, ça nécessitait de la méthode surtout dans la lecture du cas pratique pour bien cibler les attentes des correcteurs. Je vous souhaite à tous bon courage dans le cadre de votre préparation. Au revoir.